Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. J'espère qu'au moment de m'écouter, vous êtes sur les routes du Québec en pleine direction de vos vacances d'été ou que ça s'en vient d'ici les prochaines semaines. Le temps chaud est maintenant bien installé chez nous. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu un événement ornithologique absolument majeur qui a secoué le milieu de l'ornithologie du Québec. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire deviner de quoi je parle. C'est la venue de l'élanion à queue blanche. Cet oiseau de proie a une aire de répartition normalement limitée à l'ouest et au sud de notre continent, ainsi qu'une grande partie de l'Amérique du Sud. Si jamais vous n'êtes pas au courant, vous vous demandez de quoi je parle, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement en train de suivre de façon active les nouvelles ornithologiques de la province, mais donc cet oiseau-là s'est ramassé une première mention au sud de Lévis. Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu le temps d'aller le voir, mais au moment où la balado-diffusion va être diffusée, je suis peut-être à un jour ou deux de l'ajouter à mon tableau de chasse en espérant qu'il reste encore là, comme je serai de passage dans la région de la capitale nationale. C'est vraiment rare qu'on a la chance d'avoir une rareté aussi facile d'accès à un oiseau qui revient toujours sur le même arbre à chaque jour, depuis maintenant quelques jours, même voire quelques semaines, et qui est tout juste au sud d'une ville importante du Québec, dans ce cas-ci Lévis. Alors, attendons de voir s'il va passer vraiment tout l'été avec nous, mais c'est vraiment une grande chance pour les ornithologues québécois d'avoir accès à cet oiseau-là. Aujourd'hui, on vous parle par contre pas d'espèces qui fréquentent les champs, mais plutôt de l'observation sur l'eau. Le monde de la photographie d'oiseaux et le monde de l'observation d'oiseaux se chevauchent souvent, bien que ceux qui pratiquent un de ces passe-temps-là ne pratiquent pas toujours l'autre. On a quand même décidé donc de vous offrir un épisode sous forme de discussion avec deux photographes professionnels qui se spécialisent dans la photo animalière, Jérémy Leblond-Fontaine et Jean-Christophe Lemay. Ils vont vous parler de leur expérience sur l'eau et de la photographie en embarcation. Je sais que certains d'entre vous ne pratiquez pas la photographie sur une base régulière, mais cette discussion porte sur beaucoup plus que les aspects techniques de la photo. On discute du plaisir d'être sur les plans d'eau du Québec, de comment favoriser une approche respectueuse des oiseaux, de comment bien observer, de comment en profiter finalement. Puis, à mon avis, il y a beaucoup de ces conseils-là qui vont s'appliquer aussi bien avec des jumelles qu'avec un appareil en main. De mon côté, j'essaie de m'adonner plus souvent au slow birding, pour lequel je n'ai pas vraiment de traduction satisfaisante, mais qui incite à prendre le temps de vraiment observer les espèces plutôt que de se dépêcher à monter des grosses listes. Donc, de vraiment profiter des espèces qui sont présentes, de passer plus de temps à observer un oiseau spécifique. Partir en kayak ou en canot, profiter de la présence des huards sur un lac québécois, là, c'est vraiment une façon de savourer l'été qui n'a pas son égal. Alors, je suis en ce moment sur Zoom, donc c'est une rencontre par ordinateur. Deux photographes professionnels qui collaborent avec le magazine Québec Oiseaux et qui s'adonnent à la photographie en plein air, la photographie animalière, la photographie d'oiseaux. D'abord, Jean-Christophe Lemay à Rimouski. Merci Jean-Christophe d'être là. Merci de l'invitation. Et Jérémy Leblond-Fontaine à Lévis. Merci beaucoup Jérémy d'être là. Merci de l'invitation. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très particulier qui a fait l'objet de deux chroniques dans le magazine Québec Oiseaux, c'est-à-dire la photographie d'oiseaux en embarcation. Alors, peut-être que vous pourriez nous parler déjà, pour commencer, de c'est quoi votre embarcation principale que vous utilisez pour faire de la photo, puis pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la photo en embarcation? De mon côté, j'ai choisi la planche à pagaie, donc le paddleboard en anglais, parce que c'est pour moi une embarcation qui me permet d'être à la fois très, très près de l'eau, pour les points de vue, pour les angles. C'est vraiment un bon moyen de transport, je trouve, pour aller sur l'eau. Puis c'est aussi que je fais également de la photo sous-marine, et donc mes entrées et sorties de l'eau, dépendamment de l'équipement que j'apporte, sont beaucoup plus facile pour moi. Avec la corde qui se rattache à ma cheville, là, je peux laisser la planche à pagaie derrière moi si je veux aller dans l'eau, puis j'ai pas besoin d'avoir une rive ou une côte pour m'accoster. Donc, entrée à l'eau et sortie à l'eau plus facile. Puis angle de point de vue beaucoup plus bas avec la planche à pagaie. Ah oui, d'accord. Puis toi, Jérémy? Moi, je vais en kayak. J'ai commencé avec le kayak, peut-être parce que, justement, peut-être à l'époque, le paddle, c'était peut-être un peu moins populaire, mais disons que ça me titille un peu parce que les angles de vue pour être vraiment en rollo sont très intéressants en paddle. Le kayak, au niveau manœuvrabilité, c'est très bon. C'est assez rapide sur l'eau aussi. J'ai un kayak rigide, là, pas un kayak gonflable. Donc, à ce niveau-là, ça va quand même très, très bien. Ça me permet quand même d'avoir un point de vue qui est
relativement aussi au ras de l'eau. C'est très stable. Moi, j'ai un kayak de pêche, donc il n'y a pas de danger de chavirer ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je suis allé. J'ai essayé en canot aussi, mais je trouvais que la manœuvrabilité n'était pas aussi bonne qu'en kayak. Donc, j'ai poursuivi avec le kayak. Par curiosité, combien de fois par année, à peu près, est-ce que vous sortez comme ça sur l'eau pour faire de la photo? Quelle place ça occupe dans votre activité de photographe? Ben moi, de mon côté, ça va dépendre de où je me situe durant l'année, là, tout dépendant des contrats et des ateliers que je donne. Il y a certaines périodes où ça va être plus achalandé que d'autres, mais mettons entre le mois de mai puis la fin octobre, entre 20 et 30, 35 sorties environ. Là. Si on parle de photographie d'oiseaux sur embarcation spécifiquement et non photos sous-marines et autres que je fais également. Pour la photo d'oiseaux, peut-être entre 15 et 20 fois par année, surtout en lac, des fois sur le Saint-Laurent. Puis le facteur limitant qu'on a ici, c'est justement si on sort sur l'estuaire ou dans le golfe, ben là, il y a tout ce qui est courant, vagues, marées et autres qui peuvent nous empêcher de sortir. Fait que très dépendant des conditions météo, tandis qu'en lac, ça va être en général beaucoup plus calme et stable. Mais pour répondre directement à la question, entre 15 et 20 fois par année pour la photo d'oiseaux sur l'eau à peu près. OK, donc dans les deux cas, en tout cas, on parle quand même pas d'une activité occasionnelle, dans le sens, c'est quelque chose que vous faites souvent. Donc, clairement, il y a un intérêt à faire de la photo sur les embarcations si vous sortez tout ce nombre de fois-là à chaque année. Et puis, justement, bon, alors, comment est-ce qu'on se prépare? OK, donc, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour se dire aujourd'hui, on sort? Puis, bon, quel type de plan d'eau, évidemment, se prête le mieux à ce type de photo-là? Ça dépend de ce qu'on veut photographier. Beaucoup, si on a des espèces qu'on cible, comme les oiseaux plus marins qu'on va retrouver justement sur le Saint-Laurent versus, par exemple, moi, j'aime beaucoup aller photographier les hirondelles sur les lacs. OK. Fait que je choisis la destination en fonction des espèces que j'aimerais photographier. Puis, c'est un peu comme ça que je sélectionne le lieu où je vais aller. Puis aussi, en fonction de la période de l'année, au mois de mai, je vais être un peu plus en lac, tandis qu'en plein été, juillet, août, puis même septembre aussi, pendant la migration, je vais aller plus sur le Saint-Laurent. Fait que je varie en fonction des espèces envisagées. OK. Puis toi, Jérémy? Ben moi, le premier facteur, je dirais, qui fait que je vais regarder si je vais sortir, c'est surtout au niveau de la météo, puis s'il y a du vent ou non. Parce que l'eau peut devenir rapidement pas très photogénique si on a trop de vent sur... Donc, des fois, bon, c'est sûr que si, mettons, je fais un voyage, puis j'amène mon kayak, je vais sortir même s'il y a du vent, mais quand même, si je fais de la photo à proximité ou en tout cas, je pars la veille, je vais quand même essayer d'avoir des belles conditions météo. Après ça, que ce soit nuageux ou ensoleillé, ça va moins influencer, mais c'est vraiment au niveau du vent, puis au niveau de la quiétude sur le lac qui va vraiment influencer, parce que d'avoir une eau qui est trouble, où on a plein de réflexions du ciel, en fait, dans l'eau, ou avoir une eau qui est assez grise, tandis que quand on a une eau qui est miroir, qui va vraiment nous donner une belle réflexion de l'animal ou de l'oiseau, c'est pas mal plus intéressant. Fait que je te dirais que ça, c'est pas mal le premier facteur. Puis après ça, ben, au niveau des lacs, c'est sûr que, tu sais, c'est rare que je vais comme cibler spécifiquement quelque chose, mais que je vais quand même essayer de choisir un endroit. Il y a possibilité de, oui, photographier certains oiseaux, mais après ça, des orignaux, des castors, des loutres. Puis, tu sais, habituellement, c'est rare que tu vas avoir un endroit où il y a comme une seule espèce d'oiseau ou une seule espèce animale. Tu vas comme avoir une espèce d'écosystème, justement, puis plusieurs espèces qui naviguent, qui vont être dans ce secteur-là. Maintenant, j'aimerais peut-être savoir, bon, alors là, lorsque les conditions sont bonnes, on décide de sortir, quel genre de matériel, parce que, bon, on a des photographes amateurs parmi nous, et puis là, on veut savoir quel genre de matériel il faut apporter lorsqu'on part sur l'eau. C'est sûr que mon premier réflexe, moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis sorti une fois en canot avec mon appareil photo ou en kayak. Puis bon, à un moment donné, l'eau est rentrée, il y a un gros bateau qui est passé, il y a une grosse vague. J'avoue que j'ai eu pas mal peur pour mon matériel. Alors, comment est-ce qu'on prépare notre matériel? Puis qu'est-ce qu'on apporte lorsqu'on veut faire de la photo comme ça sur l'eau? T'sais, on ne peut pas sûrement être très encombré sur une planche à pagaie. Alors, j'aimerais quand même savoir peut-être justement qu'est-ce que c'est votre setup, comme on dit en bon français. Ben, c'est sûr qu'après plusieurs années, tu sais, mettons, moi, souvent, je suggère que quelqu'un qui en a jamais fait ou qui en a peu fait, tu sais, de peut-être mettre son matériel pour partir dans un sac étanche et tout ça. C'est sûr qu'après 10 ans à faire de la photo en kayak, on devient plus à l'aise, là. Puis de toute manière, tu sais, mettons le sac étanche, ben après ça, en planche en pagaie, c'est un peu différent parce que t'es vraiment exposé aussi à l'eau, là. Tu pourrais peut-être compléter après Jean-Christophe là-dessus, mais tu peux pas non plus comme faire
C'est parce que habituellement, c'est assez bruyant. Les rencontres, des fois, ça va quand même rapidement. Fait que des fois, tu n'as pas le temps de sortir ton matériel du sac étanche. Fait que tu sais, le sac étanche peut être pratique, mais juste pour partir puis arriver. Puis c'est vraiment les moments où tu as le plus de chance, justement, de chavirer. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'amène habituellement de l'eau, un lunch. J'ai souvent un objectif téléphoto pour prendre mes photos animalières, puis un objectif un peu plus versatile. J'utilise mon 35-150 pour prendre des paysages, prendre autre chose aussi autour, parce que bon, il n'y a pas juste les animaux qui sont beaux sur les lacs. Fait que moi, c'est pas mal tout ce que j'apporte. Après ça, des fois, peut-être une veste ou que je vais mettre en fait souvent en partant, puis après ça, je l'enlève par après parce que je chasse beaucoup, presque uniquement le matin, en fait. Mais sinon, pour ça, j'aime pas rien d'autre de particulier que ça. Là. OK, fait vraiment juste les appareils photo, là, j'imagine. On ne peut pas commencer à traîner un monopode, un trépied, ça ne te donne rien. Là. Ben, peut-être qu'il y en a qui se sentiraient peut-être plus stables, ou des fois, j'ai vu vraiment des installations comme qui sont faites pour mettre un trépied dans un kayak avec ou tu sais, des fois que c'est directement monté sur le kayak, mais personnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise. J'invite les gens à regarder aussi dans le magazine les photos que vous nous avez fournies, disons, pour montrer le résultat de votre travail. Donc, c'est sûr que bon, on voit qu'on n'a pas besoin, en tout cas, d'un trépied pour prendre des photos extraordinaires. Donc, Jean-Christophe, j'imagine que c'est un petit peu différent peut-être en planche à pagaie. Là. Il y a quand même moins d'espace. Je ne sais pas comment tu t'arranges. Oui, en fait, il y en a pratiquement pas d'espace. C'est la planche que moi j'utilise. Ben, d'abord, la planche que vous sélectionnez, c'est super important aussi parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose qui est instable. Comme Jérémy le disait, on est bien exposé à potentiellement tomber dans l'eau, puis avec l'équipement, puis on ne veut pas ça parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, choisissez une planche qui est vraiment stable, puis il faut être à l'aise aussi avant de s'aventurer sur l'eau parce que sinon, ça peut causer des dégâts qui sont irréparables. Mais sac étanche, incontournable, ça c'est sûr et certain. Moi, je mets tout là-dedans. Je mets une serviette dedans aussi pour avoir un genre de plan B si jamais il y a de l'eau dessus pour X raison ou j'ai besoin d'essuyer quoi que ce soit. Je traîne une serviette, je traîne mon lunch. Puis au niveau de l'équipement photo en tant que tel, si j'ai 2 boîtiers, je prends toujours mon boîtier backup. Je prends pas de chance avec le boîtier principal en général. Parce qu'un accident peut vite arriver. Puis pour le téléobjectif, je prends un 500 mm maintenant parce que je suis rendu assez à l'aise sur l'eau pour pouvoir le transporter. Mais je conseillerais quand même de peut-être commencer avec une lentille qui est vraiment polyvalente comme un 100-500 ou un 100-400. De cette façon-là, on peut s'ajuster en fonction des sujets qu'on va croiser. Puis c'est aussi des objectifs qui valent un peu moins cher quand même que les grosses focales fixes. Fait qu'on minimise les risques de cette façon-là. Puis c'est à peu près tout ce que j'apporte, honnêtement, le minimum. Comme ça, je peux être plus léger un peu, puis c'est ça, minimiser les risques. Là, alors, on va probablement aborder éventuellement aussi les aspects plus techniques, mais quand tu dis une focale fixe de 500, c'est quoi, par exemple, les difficultés que quelqu'un pourrait rencontrer, disons, le photographe amateur moyen, par rapport à avoir une focale fixe de 500 plutôt que, mettons, un 150-500, outre le fait qu'évidemment, s'il tombe à l'eau, c'est plus coûteux, là? Le 400 mm f2.8, le 500 mm f4 ou le 600 f4, qui sont des très, très gros téléobjectifs, sont en général plus gros, plus lourds, et donc c'est plus dur à tenir à main levée. Fait qu'on soit à genoux sur la planche à pagaie ou couché ou debout, c'est sûr que c'est comme un peu plus difficile à manipuler, tandis qu'un 100-400 ou un 100-500, c'est vraiment plus compact. Fait que c'est à la fois pour avoir un objectif plus polyvalent, mais aussi parce que c'est pas mal plus léger, là. Oui, je voulais juste compléter là-dessus parce qu'effectivement, c'est des objectifs des fois qui sont un peu plus difficiles à manipuler justement de par leur poids et tout ça. Puis sur une embarcation, des fois, tu n'as pas toujours le contrôle sur la manière que la planche ou le kayak va être placé. Des fois, il y a un petit coup de vent, tu te mets à tourner. Fait que là, tu es pris pour photographier dans des positions qui sont vraiment pas ergonomiques aussi parce que tu veux pas nécessairement avoir à pagayer pour te replacer. Fait que des fois, quand tu as un objectif qui est plus léger, c'est un peu plus facile de se contorsionner puis de prendre ta photo que quand tu as un 400 fixe. Puis des fois, tu vas te dériver aussi, ce qui fait en sorte que des fois, tu t'approches d'un animal sans trop t'en rendre compte, ou des fois, c'est les animaux aussi qui... Puis c'est beaucoup plus difficile de se déplacer soi-même aussi, parce que là, il faut que tu déposes l'appareil, puis tu te replaces, puis après ça, tu reprends l'appareil. Fait que c'est là que les objectifs zoom sont plus intéressants, parce que c'est plus flexible aussi pour avoir le cadrage que tu veux vraiment avoir, là.
Et puis sinon, justement, au niveau technique, alors une fois, bon, là, on a parlé vraiment des objectifs. C'est quoi les défis qui se présentent à vous lorsque vous faites de la photo sur l'eau? On va parler éventuellement aussi de comment approcher les oiseaux, comment réussir à avoir un bon contact avec les oiseaux sur l'eau. Mais j'aimerais savoir, admettons, juste d'un point de vue technique, au niveau de la lumière, au niveau du cadrage, qu'est-ce que c'est les défis? Puis comment est-ce que vous résolvez, ou disons, qu'est-ce que vous visez lorsque vous faites de la photo comme ça sur l'eau? Ben, c'est surtout au niveau de la lumière, justement. Puis c'est de choisir un bon moment aussi pour y aller. C'est de pas nécessairement y aller quand la lumière est la plus présente. Puis tu as plein d'autres avantages à ça. Mais le matin, tu as de la petite brume. Tu peux avoir les premiers rayons de soleil et tout ça. Fait que ça, c'est super intéressant. Après ça, surtout si on a un objectif fixe, c'est plus limité. Là. Fait qu'on va avoir tendance à créer des images un peu plus classiques, là, avec des cadrages qu'on va souvent faire, mais qui marchent quand même assez bien. Mais tu sais, la complexité de la chose, c'est qu'on n'a pas tout le luxe qu'on a lorsqu'on a les deux pieds sur terre de pouvoir se déplacer. Donc, à ce moment-là, mettons, pour contourner un oiseau, contourner un animal, ça peut prendre comme 25 minutes pour le faire vraiment tranquillement, puis le faire de la bonne manière aussi. Fait que c'est un peu plus complexe. L'autre avantage, par exemple, c'est que c'est complètement dégagé. Fait que t'as pas de branches, t'as pas de feuilles, t'as pas rien dans ton champ de vision. Il y a quand même des avantages à ce niveau-là. Oui, puis généralement, si on est sur l'eau, les oiseaux sont pas très, très hauts dans le ciel. En fait, ça dépend. Jean-Christophe disait qu'il aimait prendre des hirondelles ou sur les lacs. Là, donc, à ce moment-là, oui, ils peuvent être assez hauts. Mais autrement, oui, on a ce luxe-là où ils sont au moins assez bas. Jean-Christophe, je ne sais pas si tu voulais élaborer là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu trouves qui est un défi au niveau technique? Le mouvement, pour moi, c'est pas mal le défi le plus technique parce que contrairement au kayak, pour contrôler ma direction, il faut que je mette ma pagaie dans l'eau. J'ai pas de pédale au bout de mon kayak comme certains modèles vont avoir. Fait que je peux pas repositionner mon aviron pour aller dans telle ou telle direction. Fait que si je pars dans un sens, pour pouvoir repartir dans l'autre, il faut que je mette ma pagaie dans l'eau. Fait que c'est plus compliqué pour moi parce que nécessairement, il faut que je dépose l'appareil photo. Fait que le mouvement de l'eau, le mouvement de la planche, mon mouvement à moi, le mouvement des oiseaux, c'est comme tous des aspects de ce qui représente pour moi le plus gros défi technique de la photo sur l'eau. Puis, des fois, il y a des oiseaux qui vont être sur la surface, comme les plongeons huards et autres, mais des fois, il va y avoir un pigargue qui va passer en vol puis qui va décider de pêcher puis qu'on veut aussi capter. Fait que faut toujours être un peu alerte puis actif quand on est sur l'eau comme ça. Là. Donc, j'imagine évidemment, là, si tu es couché sur ta planche à pagaie pour essayer de prendre un huard, là, si le pigargue arrive, il faut comme se redresser. C'est pas exactement les mêmes positions non plus. Puis, on veut pas justement faire un mouvement brusque puis faire tout chavirer. Non, exact. Il faut faire des choix à un certain point. C'est des fois, le pigargue, on le laisse passer parce que sinon, ça comprend trop de risques. Là. Ouais, tout doit être un petit peu plus lent que quand on est sur Terre. OK, ça, je comprends bien. Est-ce qu'il y a des... Bon, alors, quels sont les avantages de prendre ce mode-là de transport pour faire de la photo? Est-ce qu'il y a des oiseaux spécifiques où vous dites, mais tel type d'oiseau, j'arrive jamais à prendre des aussi bonnes photos lorsque je suis à pied que lorsque je suis sur mon kayak ou sur ma planche? Là. Est-ce qu'il y a des oiseaux spécifiques comme ça ou c'est quoi les avantages d'utiliser ce mode de transport-là? Pour moi, c'est surtout l'accessibilité aux lieux. Tu sais, au-delà des embarcations moteurs, il y a des endroits comme dans la réserve Rimouski, par exemple, ici, ou sur la ZEC Bas-Saint-Laurent. Il y a des lacs auxquels je n'aurais pas accès si ce n'était pas de par l'eau, en fait. Puis des sections plus marécageuses qui vont être cachées, loin des sentiers, loin de la route. Fait que c'est vraiment une question d'accéder à des lieux qui seraient autrement inaccessibles. Fait que ça, je trouve ça super intéressant parce que les paysages sont magnifiques. Des fois, les oiseaux ou les animaux en général, dans ces coins-là, ont vu moins d'humains parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de sentier de randonnée. Fait que ça apporte quand même beaucoup de pouvoir aller à ces endroits-là. Puis la planche à pagaie, c'est à la fois le moyen de transport pour s'y rendre, mais aussi une belle façon justement de pouvoir explorer tous ces endroits-là. Ben, c'est sûr qu'il y a quand même certaines espèces que ça va être compliqué de photographier du bord de l'eau. Quoique il y en a pas mal quand même qu'on peut faire. Là. Mettons, je pense au huard, par exemple, ou que des fois, il y a des rares exceptions où tu vas pouvoir en voir puis en photographier du bord de l'eau, mais généralement, c'est assez loin. Fait que c'est sûr qu'il y a toutes ces espèces-là que normalement, on n'aurait pas accès si on restait juste en bordure de... Le huard, tout le monde a une idée quand même claire de où on peut trouver des huards, mais c'est souvent des très grands lacs, donc ils apprécient les grands plans d'eau. Puis évidemment, on peut être chanceux, être sur le bord de l'eau, en voir un tout proche, mais avec le kayak, c'est comme si on peut se décider, là, ce matin, je peux prendre des photos de huard, puis simplement aller jusque dans le secteur où ils vont se tenir ce matin-là, qui peut changer d'un matin à l'autre. Quoi. Exact. Mais généralement, en photo animalière, en fait, on va toujours chercher à aller où est-ce que la nourriture est. Puis
après ça, les animaux ou les oiseaux qui, justement, on va les retrouver dans ces secteurs-là. Fait que c'est sûr que le huard ne viendra pas en bordure de lac pour se nourrir. Donc, on n'a pas le choix vraiment, si on veut avoir une proximité intéressante, d'aller le rejoindre au milieu du lac. Donc, c'est un peu l'avantage que je vois à être en embarcation par rapport à être sur la terre. C'est qu'on peut aller vraiment à la rencontre des animaux, des oiseaux directement dans leur milieu de vie. Là. Oui, puis en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, au-delà de la photographie, il y a aussi un intérêt. Moi, j'ai pas fait vraiment tant de photos que ça. Je suis pas un très bon photographe. Par contre, j'ai fait beaucoup d'observations, puis j'ai déjà fait de l'observation en embarcation. Je trouve ça vraiment très agréable. J'adore faire du canot, donc je trouve que c'est une belle combinaison, justement, de pouvoir voir certains oiseaux de proche comme ça. Alors, ce qui serait très utile aussi pour nous, observateurs, si on veut bien observer certains oiseaux, comment est-ce qu'on planifie une approche? Donc, admettons, là, vous voyez un oiseau que vous voulez photographier, vous êtes sur votre embarcation. Comment est-ce qu'on approche les oiseaux? Quelle technique vous utilisez? À quel moment vous décidez de vous laisser un peu dériver? Est-ce que vous planifiez en fonction de la position du soleil? Vous voyez déjà à l'avance où est-ce que vous voulez vous installer pour bien les prendre en photo? Comment ça fonctionne? C'est un peu tout ça. Moi, j'ai retenu de ce que tu as dit, laisser dériver, puis c'est souvent l'approche que je vais préconiser parce que c'est plus respectueux, je trouve, pour les oiseaux, dans le sens où on peut s'orienter par rapport au vent, ou même s'il y a un léger courant dans la rivière ou autre, on est capable de se diriger vers l'oiseau de façon naturelle, sans pagayer avec vigueur vers les espèces qui, elles, demandent juste à être tranquilles, finalement. Ben oui. Fait que laisser dériver, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout si on est capable de contrôler un peu la direction dans laquelle on va. Puis ensuite, j'essaie de me positionner, en effet, par rapport à la lumière. Fait que, tu sais, pas des contre-jours, ça peut être intéressant, mais c'est aussi plus difficile d'un point de vue technique, d'essayer de se positionner pour avoir la composition qu'on avait en tête par rapport à l'oiseau, par rapport à la lumière, puis par rapport au paysage qui nous entoure. Mais c'est vraiment rare que je vais me déplacer vers un oiseau. Je vais plutôt laisser l'inverse se produire, si c'est possible. De toute façon, pour nous aussi, d'ailleurs, le contre-jour, même pour l'observateur qui a des jumelles, le contre-jour est moins intéressant. On voit vraiment mieux les oiseaux lorsqu'ils sont bien éclairés. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter, Jérémy. Je pense que je dirais que ce que ça prend du temps. T'sais, on peut, en embarcation puis en photo animalière en général, on ne peut pas être pressé. Il faut se laisser le temps. Il faut, si, mettons, on a 1 heure pour approcher, je me sers avec des gros guillemets, mettons, une famille de huards, à ce moment-là, c'est sûr que l'animal, après ça, quand ils finissent par comprendre, en fait, que t'es pas une menace aussi, puis ils te voient au loin, puis même, moi, ça m'arrive tellement souvent qu'en fait, c'est eux qui viennent s'approcher un moment donné. Puis c'est sûr que dans ce temps-là aussi, la rencontre, puis le moment est pas mal plus intéressant que si tu as un animal ou un oiseau qui se sauve de toi. C'est pas du tout intéressant pour le photographe qui aime la nature d'avoir un animal puis de sentir qu'on stresse soi-même un animal. Fait que je dirais que le temps, c'est la clé. Ça prend juste beaucoup de temps. Après ça, des fois, on n'a pas beaucoup de lumière. On n'a pas la belle lumière pendant longtemps. Puis une manière de remédier à ça, c'est d'y aller ou de sortir souvent en kayak. Puis c'est ça, prendre son temps. Puis souvent, en tout cas dans mon cas, ça a toujours été plus gagnant que d'être pressé. Puis moi, je pars souvent très, très tôt. Des fois, il fait encore nuit. Je descends, je mets à l'eau, j'ai ma lampe frontale. Puis après ça, je pars super tranquille. Puis souvent, quand les animaux, ils voient que tu es là depuis longtemps, puis que t'es vraiment pas une menace, tu bouges pas. Moi, mon kayak, il est comme vert forêt. Souvent, je mets une espèce d'habit camouflage. Je suis tout en brun. J'ai souvent des gants aussi parce que c'est frais et tout ça. Fait que, il n'y a pas de... Je détonne pas nécessairement du paysage. Ça aussi, ça doit aider au final à ne pas stresser l'animal. Tandis que avec les embarcations, des fois, c'est quand même compliqué là, parce que les compagnies aiment bien les couleurs. Il y en a des jaunes, des oranges. Exact. Exactement. Ça, ou les taches sur les pagaies. Des fois, tu vas avoir des pagaies de couleur ou des taches blanches sur les pagaies. Puis là, ça fait un mouvement. Les animaux, ils te voient de très loin. Fait que probablement tout ça ensemble fait en sorte que c'est plus facile d'avoir un contact où l'animal se sent pas stressé. Là. Est-ce que vous avez des sites là, que vous aimez particulièrement ou des endroits que vous recommanderiez aux gens pour s'ils veulent commencer? Par où on commence pour faire de la photo comme ça en embarcation?
Hey, c'est une bonne question. Moi, c'est sûr que pour débuter, là, quelqu'un qui est très néophyte, je dirais de toujours commencer en lac. Un petit lac tranquille où il y a rarement du vent, du courant ou des vagues. C'est vraiment préférable de faire ça de cette façon-là que tout de suite se lancer, par exemple, sur l'estuaire du Saint-Laurent ou même dans le Golfe où il y a courant, marée, Oui, ça, c'est sûr. puis où les conditions peuvent changer rapidement. Donc, débuter en lac, peu importe lequel, en fait, ça peut être le lac qui est le plus près de chez vous. On n'a pas besoin d'aller loin pour trouver des beaux petits endroits cachés. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a tous les parcs nationaux, toutes les réserves dans lesquelles on a vraiment des beaux plans d'eau à explorer. Qui sont faciles d'accès en plus, là. Exact. C'est souvent bien aménagé, etc. OK, Il y a des cartes, c'est facile de s'y retrouver. Puis malgré tout ça, moi, mon lieu favori demeure le Saint-Laurent. Mais comme je disais, il faut avoir un minimum d'expérience sur l'eau pour y aller. Ben moi, je rajouterais justement que, tu sais, je peux même parler pour moi-même. La première fois que j'ai fait la photo sur un lac, c'est assez stressant, là. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile de savoir si c'est pour toi ou, tu sais, finalement, t'aimes pas ça du tout. Tu sais, on peut même louer des embarcations. On peut le tester. Tu sais, pas besoin de le tester non plus à 4 h du matin. Tu sais, on peut aller à 13 h, aller faire du kayak. Puis, tu sais, il y a plein d'endroits où tu peux même en louer, justement. On parlait des parcs nationaux, mais tu sais, il y a plein d'endroits où tu peux justement louer un kayak. La seule différence après ça, c'est que souvent, c'est des embarcations qui sont pas hyper stables là, dans ces endroits-là. Là. C'est pas comme un... Tu sais, moi, j'ai un kayak de pêche où, tu sais, je voyais des vidéos sur Internet, les gens, ils pêchent debout là-dedans. Là. Fait que ça donne... Oh mon Dieu, OK, fait que, tu sais, oui. c'est vraiment stable, là, mais c'est sûr que c'est pas les meilleurs kayaks qu'ils ont en location, mais quand même, c'est une bonne place quand même pour débuter. En fait, je fais pas de photos sur le Saint-Laurent ou dans l'estuaire ou dans le Golfe ou peu importe, parce que justement, j'aime ça quand c'est relax. Puis, tu sais, ça fait mieux aussi avec la région dans laquelle je me situe. Là. Mais, tu sais, tous les lacs, des petits lacs, des petites rivières où, tu sais, c'est très, très calme, là, où tu as plus l'impression que c'est un lac, justement. Là. C'est des très bons endroits pour débuter, parce qu'après ça, de commencer dans un endroit comme sur le Saint-Laurent où ça peut changer du tout au tout en dedans de 15-20 minutes, c'est peut-être pas la meilleure place. Oui, puis c'est comme il faut avoir quand même une certaine expertise du fleuve avant de commencer à y aller. Même, je pense que même juste les gens en kayak, il faut quand même bien connaître ça pour s'aventurer, même appareil photo ou pas. Là. Donc, c'est quand même un petit peu plus délicat. Là. Moi, j'avais fait justement dans les îles de Contrecoeur, donc dans le coin de Montréal. Puis là, on était sur le bord du fleuve. Puis justement, ma première expérience, une expérience très négative, s'est déroulé quand il y a un très, très gros bateau qui est passé sur la voie maritime. Puis là, tout d'un coup, les vagues étaient quand même très fortes. Là. Puis on a eu une petite frayeur, mais finalement, mon appareil photo a eu plus de peur que de mal, Dieu merci. Mais donc, c'est ça, c'est pour dire que même dans un coin très relax, très tranquille du fleuve, c'est certain qu'on est un petit peu plus à risque que quand on est sur un lac où il y a même des fois des lacs qui sont interdits aux embarcations à moteur. Là. Entre autres, je pense justement, comme Jean-Christophe le mentionnait, là, dans les parcs nationaux, etc. Maintenant, peut-être savoir, bon, alors on a évidemment beaucoup parlé du huard. C'est sûr que pour tous les Québécois, l'oiseau emblématique du lac au chalet, etc., c'est le huard. Est-ce qu'il y a d'autres oiseaux? Est-ce que vous avez d'autres coups de cœur peut-être que vous pouvez nous partager? Je sais que la photo que Jean-Christophe a soumise au magazine, c'est une photo de guillemot à miroir. Puis je serais même curieux d'entendre, en fait, ces oiseaux-là, comment tu les as approchés. J'ai vu que c'est une photo que tu avais prise avec un 400 mm. Puis je me disais, tabarouette, tu devais quand même pas être très loin d'eux, là, parce que 400, c'est quand même pas un si gros zoom. Puis la photo est très, très nette, très proche. Mais je voulais savoir, c'est ça, quels autres oiseaux vous trouvez qui se prêtent bien à ce type de photo-là? Qu'est-ce que vous avez vu de plus impressionnant, de plus agréable dans vos sorties? Moi, j'aime bien, après ça, c'est ça, tout ce qui est les hérons, les limicoles aussi, qu'on va croiser quand même de manière assez fréquente. Là, moi, j'essaie quand même d'aller dans des endroits où l'eau est peu profonde. Tu sais, c'est super bon pour tout ce qui est les castors, les loutres, les orignaux. Puis, par la bande aussi, tout ce qui est les limicoles, les hérons. Fait que j'ai eu des belles rencontres avec les hérons, certains types de canards, certaines espèces de canards aussi, comme les grands harles. Ah oui. Canards branchus, puis même au niveau des oiseaux de proie aussi, là, sur le bord des lacs, les balbuzards, les pigargues à tête blanche. J'ai déjà fait une buse à queue rousse. Pas mal d'espèces comme ça. JC parlait un peu plus tôt des hirondelles. Il y a vraiment beaucoup de belles espèces. Puis après ça, tu sais jamais justement sur quoi tu vas tomber aussi. Là. Le huard, c'est comme l'espèce qu'on croise peut-être le plus souvent sur les lacs. Presque impossible de pas en voir ou d'en entendre un, là, tellement
justement, c'est commun, entre guillemets. Là. C'est pas super facile non plus à photographier. Là. Il y a d'autres défis. Ben, c'est intéressant que tu mentionnes, Jérémy, le grand hâle, parce que le grand hâle, c'est aussi une espèce qui plonge. Puis donc, je pense qu'il s'alimente quand même relativement en profondeur. Ouais. Disons. Et donc, à ce moment-là, c'est intéressant de les voir en milieu aquatique, parce qu'on ne les aura pas nécessairement proches du bord de l'eau, là où c'est peu profond. Ben, eux autres, moi, j'en ai souvent croisé là, qui étaient au repos sur des rochers sur le bord des lacs aussi. Fait que tu peux les avoir autant, justement, en train de s'alimenter ou au repos sur le bord des lacs. Là. Donc, fait que ça, c'est quand même intéressant parce que le huard, comme lui, par exemple, tu le verras jamais en dehors de l'eau. Là. À moins qu'il soit sur son nid, mais on veut pas trop ça. On veut pas, on essaie de pas approcher évidemment les nids, là, parce que ça peut les faire abandonner. Exactement. Oui, Jean-Christophe, toi, tu es en milieu, tu as la chance incroyable que nous, on n'a pas, Jérémy et moi, d'être en milieu évidemment marin. Là, donc, j'imagine que tu as aussi d'autres espèces que tu croises comme ça en planche à pagaie. Oui, ben ça ouvre vraiment des portes vers beaucoup d'autres espèces qu'on ne retrouve pas forcément en lac. Là. Fait que tout ce qui est canard marin, surtout en période de migration, là, printemps, automne, il y a vraiment moyen de faire des belles observations ici. Mais ce que je vois le plus régulièrement là, dans le coin du Bic, entre autres, éders à duvet sont toujours très nombreux. Présentement, on a la chance d'avoir un éder à tête grise aussi dans le coin qu'on est capable de photographier de la rive ou de l'eau. Oui, ça fait courir beaucoup de monde, ça, j'ai vu passer les mentions. Dieu, ouais. C'est fascinant à quel point... c'est fascinant de voir les déplacements des gens. C'est un oiseau très populaire. Oui. Puis avec raison, il est magnifique honnêtement pour y avoir été, là, mais c'est sûr que ça attire les foules. Sinon, guillemot à miroir, beaucoup. Il y en a qui nichent dans le coin ici, fait que c'est très facile à observer sur l'eau. Puis c'est vraiment un bel oiseau à voir, je trouve. Quand l'eau est calme, là, justement, au travers de l'archipel du Bic, dans les anses, dans les baies, où il y a des endroits beaucoup plus calmes, où il n'y a pas beaucoup de vagues, qu'on est capable de les photographier. Pour répondre un peu à ton introduction à cette question-là, le guillemot à miroir, souvent, quand je pars en planche à pagaie, je vais majoritairement rester sur l'eau, mais il y a aussi des moments où je vais aller accoster à quelque part que je n'aurais pas accès autrement. Puis je décide de faire des photos de la rive, mais je me suis rendu à cet endroit-là en planche à pagaie. Fait que ça me permet d'être plus stable. Puis la photo du guillemot, c'était ça justement. Je me suis rendu à un endroit où je sais qu'il y en avait beaucoup qui s'approchaient de la rive à marée montante, mais je suis quand même allé m'installer sur la berge pour pouvoir mieux les photographier. Puis ils sont venus à quelques mètres à peine là, devant moi. Oh oui, la photo est vraiment spectaculaire. D'ailleurs, peut-être finir là-dessus, ça doit quand même être difficile non, de photographier un oiseau comme ça. Le guillemot à miroir, c'est un oiseau qui est entièrement noir, mais un noir très profond, avec une patch blanche. Je ne sais pas si tu as des conseils, peut-être pour des photographes amateurs. C'est toujours difficile de photographier des oiseaux qui se situent dans des tons là, très foncés. Mais là, en plus, il y a un gros contraste. Comment on fait? Le plus dur, honnêtement, je trouve, c'est pas forcément le contraste des ailes, mais c'est le fait que les yeux soient aussi noirs que le plumage. Là. Des fois, on a de la misère à retrouver les yeux et donc l'appareil photo, quand il essaie de faire la mise au point avec le fameux eye tracking, là, la mise au point sur l'œil, ben lui aussi, il cherche parce que c'est noir sur noir. Là. Fait que c'est plus compliqué. Mais d'un point de vue un peu plus technique, j'essaie même si par exemple ma focale de 500 mm va descendre à f4, j'essaie d'augmenter ma profondeur de champ pour m'assurer d'avoir toute la tête avec une bonne netteté. Ça, je trouve ça vraiment important. Ah oui, quitte à sacrifier un peu de lumière finalement. Là. Absolument, parce que les boîtiers maintenant, les sans miroirs, sont capables de tolérer quand même des très hauts ISO. Et donc, je préfère monter mon ISO, puis fermer mon ouverture pour avoir une plus grande profondeur de champ, puis m'assurer que la photo soit vraiment nette, quitte à devoir gérer un peu plus de bruit dans l'image par la suite. C'est pas valable pour toutes les espèces, là, mais certains canards, là, j'aime ça vraiment avoir une belle netteté sur la totalité de la tête, fait que j'essaie de justement avoir une plus grande profondeur de champ. Puis bon, Jérémy, peut-être aussi, tu peux nous dire un peu la même chose. Donc là, toi, la photo qu'on a dans le magazine, c'est une photo de huard. Le huard aussi, finalement, c'est un oiseau qui est essentiellement noir. Donc, comment est-ce qu'on travaille pour réussir à bien le voir sur la photo, sans saturer les couleurs, sans saturer la lumière? Si, par exemple, le soleil se reflète dans l'eau, je connais pas nécessairement ça si bien, mais en tout cas, l'idée du défi technique que ça représente peut-être, comment tu approches cet oiseau-là? Exact. Ben, c'est un peu à quoi je faisais référence tout à l'heure. Puis en fait, quand tu parlais du guillemot, c'est exactement la même chose. Tu as la tête qui est très foncée du huard, puis tu as sa poitrine qui est
toute blanche. Puis d'avoir une belle exposition, c'est vraiment compliqué. Même si c'est nuageux, c'est sûr que s'il fait soleil, c'est comme 1000 fois pire. Là. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, justement, là, pour bien... Tu sais, j'essaie de bien l'exposer. Fait qu'à ce moment-là, je m'assure que la poitrine, les hautes lumières sont pas brûlées. Puis ensuite, le reste du travail va se faire en post-production, en fait, où on va pouvoir prendre notre photo puis la développer en débouchant les ombres. Ouais, comme en éclairant un petit peu plus le dos, etc. Exact, en débouchant les ombres, débouchant les noirs et tout ça. Fait que comme ça, tu retrouves un peu de détails, justement, sur l'animal. Puis contrairement au niveau de l'œil, le huard, lui, il a un œil qui est bien démarqué par rapport à sa tête. Fait que là, on a moins ces enjeux-là de la mise au point, puis sinon on peut quand même utiliser une autre portion. Là. Même le guillemot, à part ces taches blanches là, qu'on va voir, là, tout est noir, tout est comme uni aussi. Là, c'est assez compliqué à faire la mise au point. Là. Fait que c'est sûr que c'est des gros défis quand même. Si c'est nuageux, c'est un petit peu moins pire parce que le contraste va être moins grand, mais c'est encore présent parce que c'est tellement des opposés dans le spectre visible là, que c'est vraiment compliqué à photographier. Écoutez, Jérémy et Jean-Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. J'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les photographes amateurs, les observateurs d'oiseaux aussi, même si vous ne faites pas tant de photos, ça leur a donné le goût d'embarquer pour de vrai sur les plans d'eau du Québec. Et puis, en tout cas, j'espère qu'on pourra avoir l'occasion de se reparler comme ça dans ce format-là, puis parler de votre expérience. Évidemment, j'invite les gens à aller voir les photos que vous avez soumises à Québec Oiseaux dans le magazine d'été. Ça donne vraiment le goût de s'y mettre nous aussi, même si c'est sûr qu'on ne pourra probablement pas accoter votre expertise sur le sujet. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à toi. Merci Gaspard. Et voilà, c'est tout pour Tous ces oiseaux. Il est trop tard pour les observations de juin pour l'inventaire canadien des huards, mais il est encore temps de faire les observations du mois de juillet et du mois d'août ou de vous informer sur ce grand projet de sciences citoyennes. Tout le monde qui a accès à un lac, même un lac dans lequel vous ne voyez pas de huards, peut participer et aider à comprendre pourquoi cet oiseau-là est en ce moment en déclin. Avec l'épisode que vous venez d'écouter, vous comprendrez que ça vaut vraiment la peine de s'impliquer pour cet oiseau emblématique qui fréquente les lacs de la province. Pour toute l'information sur ce programme, consultez le site Internet de Québec Oiseaux. Pour nous, on se retrouve en août. D'ici là, bonnes vacances et bonnes observations.